Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président au logement et à l'habitat de la métropole de Lyon. Alors, d'ici 2 semaines, vous animerez avec l'association Ville et Banlieue une conférence de presse sur les 40 années de politique de la ville. Et on se souvient qu'elles avaient démarré après des émeutes aux Minguettes. Est-ce que les émeutes de cet été, finalement, signent pas l'échec de ces politiques? Oula, c'est un peu radical quand même comme vision, mais vous avez raison de poser la question puisque certains l'ont dit, et même au niveau du gouvernement, en disant et finalement, est-ce que la politique de la ville sert à quelque chose? Moi, j'appelle tout le monde à la prudence de ce côté-là. Oui, les inégalités se sont accrues depuis 40 ans, et depuis les mouvements qui ont pu traverser notre métropole dans les années 1980 et 90. Mais où en serions-nous si nous n'avions pas de politique de la ville? Il faut défendre la politique de la ville, la politique à destination des quartiers populaires. Ça, c'est évident. Après, il faut se demander comment on y contribue et quelle méthode on utilise. Et effectivement, dans quelques jours, quelques semaines, nous faisons non seulement une conférence de presse, mais surtout nous accueillons l'association Ville et Banlieue qui rassemble l'ensemble des élus des quartiers populaires en France pour les 40 ans de l'association et de la politique de la ville. Quand on fait le bilan, on additionne souvent les milliards de la politique de la ville, moins les services publics qui manquent et qui ont régressé aussi dans les quartiers populaires. Oui, je le crois, vous avez totalement raison, et je crois que vous avez parlé des mouvements, des émeutes, des violences qui ont eu lieu dans les quartiers au début de l'été. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Bien sûr qu'on ne peut jamais approuver des mouvements qui détruisent une médiathèque ou qui portent atteinte à une médiathèque, à une maison de la métropole, à tel et tel service public, ou qui conduisent finalement à des incendies qui peuvent menacer les habitants et habitantes des quartiers populaires. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé en ce début de l'été? En fait, on s'est rendu compte en quelques jours que plus personne n'était en mesure de parler aux jeunes des quartiers populaires. Qu'est-ce qu'on a constaté à ce moment-là? On a constaté que tout ce qui fait la force de nos quartiers, c'est la présence des bailleurs sociaux, c'est surtout la présence des centres sociaux, des MJC. Eh bien, qu'à force de les affaiblir, on avait une difficulté précisément à avoir des adultes capables de parler aux jeunes. Bien sûr que j'ai entendu la réaction un peu vive du gouvernement de dire « mais en fait, c'est aux parents d'assumer cette responsabilité ». Mais quel aveu d'échec! Quel aveu d'échec de se dire finalement ça doit reposer sur les parents, en rappelant quand même que bien souvent ce sont les mères, parce que ce sont bien souvent des familles, il y a beaucoup plus de familles monoparentales dans les quartiers populaires que dans le reste de la métropole ou dans le reste des autres quartiers. Et donc, c'est un aveu d'échec que de dire que c'est à la famille d'assumer ses responsabilités. Elle doit prendre sa part, mais nous devons absolument renforcer la présence humaine de proximité dans nos quartiers, par la police, par les services publics, par l'ensemble des corps intermédiaires ou des structures intermédiaires type centres sociaux. C'est ça véritablement qui doit guider le futur contrat qui va nous lier avec l'État pour les quartiers populaires, ce qu'on appelle le contrat de ville. C'est ce que nous sommes en train de travailler avec l'État local ici. Pour vous, entre les émeutes des Minguettes ou du Mas du Taureau dans les années 80, il y a un parallèle à faire avec les émeutes cet été? En tout cas, il y a une colère qui est la même. Après, ce sont deux générations totalement différentes, des modalités, des manières de communiquer, des manières de se manifester qui ne sont pas les mêmes. J'ai du mal à comparer, évidemment, ce qui s'est passé cet été avec la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983. Celle-là même qui a eu toute son importance effectivement sur le plateau des Minguettes et puis qui est allée jusqu'à Paris et qui a donné naissance quand même aussi à une politique de la ville au niveau national. J'ai du mal à le comparer, mais néanmoins il y a une colère. Et à la limite qu'on n'arrive pas à trouver les points communs, peu importe. Les chercheurs travailleront là-dessus. Ce qui est surtout préoccupant, c'est cette colère et cet affaiblissement des centres sociaux, c'est-à-dire précisément des hommes, des femmes qui sont dans les quartiers et qui normalement sont en mesure de parler aux jeunes. Alors, à l'occasion de cette rencontre, vous allez lancer un appel, l'appel de Lyon. L'impression que les appels pour les élus locaux, c'est un peu comme les numéros verts pour les ministres. C'est ce qu'on fait quand on ne sait plus trop quoi faire. Je vous remercie, mais on va essayer d'avoir un peu plus d'ambition quand même pour cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'interpeller le gouvernement à un moment où on est en train de rédiger justement le contrat de ville, c'est-à-dire la politique pour les quartiers populaires. Qu'est-ce qu'il y a? De fait, le budget politique de la ville est trop limité. Pour notre part, côté métropole de Lyon, je rappelle quand même que depuis 2020, on a augmenté notre budget de 37%.
Et que par ailleurs, il faut absolument se mettre autour de la table avec l'Éducation nationale, avec l'Agence régionale de santé, avec Pôle emploi, avec l'ensemble des acteurs qui sont capables de dire oui, il faut égalité de traitement et égalité de présence des services publics dans tous nos quartiers. C'est ça la réalité. Je prends juste un exemple. On sait très bien qu'un jeune collégien d'un quartier populaire a moins d'heures de présence d'enseignement qu'un jeune d'un quartier du centre-ville. Pourquoi ? Parce que c'est plus dur d'enseigner dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais il faut veiller précisément à ce qu'on n'ait pas les mêmes effectifs, qu'on ait des conditions qui soient plus favorables. Et aujourd'hui, malgré les multiples promesses de différents ministres de l'Éducation nationale, nous n'y sommes pas. Or, ce principe de l'égalité, d'accès aux services publics, d'accès aux droits, ça doit être le leitmotiv vraiment de notre contrat, c'est-à-dire avant tout le principe de l'égalité. Ce sera le cœur de l'appel de Lyon. Ce sera le cœur de l'appel de Lyon, ce sera surtout le cœur, j'ai envie de vous dire, du contrat de ville qu'on est en train de rédiger aujourd'hui, qui pour la première fois demande à l'ensemble de ce qu'on appelle le droit commun, l'éducation, la santé, l'ensemble, la culture, l'ensemble des politiques publiques, on demande au droit commun de s'engager pour les quartiers populaires. On le fait en interne de la métropole. Pour la première fois, on pilote cette rédaction avec d'autres vice-présidents et d'autres vice-présidentes. Et évidemment, nous l'avons fait avec la sous-préfète à la ville. Nous avons réuni l'ensemble des interlocuteurs côté État pour leur demander quel était leur engagement. Et là, ils vous suivent. Je crois qu'en tout cas, ils participent au groupe de travail qui nous permettent de rédiger ce contrat qui sera signé, je l'espère, à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Alors, cette rentrée est marquée, pas seulement cette rentrée, c'est déjà depuis quelques temps, mais est marquée par une profonde crise du logement. Vous avez annoncé semaine dernière un plan d'urgence. L'idée, c'est de sauver les promoteurs en rachetant les programmes qu'ils n'arrivent pas à vendre. Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas tout à fait l'idée. Ce serait très réducteur de le voir ainsi. J'étais venu vous en parler il y a quelque temps. Et j'avais dit ce que j'avais proposé quand même pour qu'on trouve des solutions. Mais la crise s'aggrave. Donc c'est quoi la crise ? Pendant longtemps, on nous a dit « oui, mais c'est une crise parce qu'on ne construit pas assez ». C'est vrai, c'est une réalité, il faut construire plus. C'est pour ça que tous les 3 mois, moi je fais un point avec les promoteurs pour comprendre où les maires bloquent certains permis. Quand je dis les maires, ce n'est pas par leur volonté en tant que telle, mais pour plein de raisons. Et donc je les appelle, on essaye de trouver des solutions et on débloque. Mais aujourd'hui, c'est plus grave que cela. Qu'est-ce qui fait que la grue n'arrive pas sur un chantier et qu'on risque de perdre 2 à 3 000 logements là, en ce moment, au moment où je vous parle ? Et il n'y a plus d'investisseurs, Mais notamment disent les professionnels, en raison de l'encadrement des loyers. Mais c'est... alors là, expliquez-moi. Il n'y a plus d'investisseurs puisque... Oui, mais quel est le lien entre l'encadrement des loyers et la grue qui n'arrive pas sur le chantier ? S'il n'y a pas d'investisseurs pour acheter les biens, on ne construit plus. Mais pour quelle raison il n'y aurait pas d'investisseurs ? C'est ça Parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Mais enfin, vous savez très bien que l'encadrement des loyers, lorsqu'il a été mis en place, il touchait que 15% des annonces, notamment portant sur les petites surfaces. Est-ce que ça veut dire que ça bloque toute la chaîne de la production ? Je crois que c'est beaucoup plus... De fait, les investisseurs ont disparu du marché. Les investisseurs, parce qu'il y a une politique gouvernementale qui ne favorise pas l'investissement locatif. Ça, c'est un fait. Mais je ne crois pas du tout que l'encadrement des loyers, qui est une mesure de pouvoir d'achat pour l'ensemble des grands Lyonnais, des grands Lyonnaises, plutôt ceux résidant à Lyon et Villeurbanne, ça n'a aucun rapport avec la crise du logement. C'est quoi la crise du logement aujourd'hui ? Des promoteurs qui ont acheté trop cher le foncier ? Des coûts de construction qui ont augmenté de plus de 40% depuis 2020, depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, et surtout pour la première fois, l'impossibilité de commercialiser. C'est ça, les opérations plantées. 1 sur 5, les opérations bloquées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont flambé. On est passé de moins de 1 à 5. Et à chaque point d'intérêt qui est pris, à chaque point, c'est 30 000 acquéreurs. 120 000 acquéreurs ont disparu. Eh bien, précisément, n'allez pas y voir d'autres causes. Précisément, les promoteurs n'arrivent plus à équilibrer. Mais s'ils n'arrivent pas à équilibrer, s'ils ne font pas venir la grue, c'est la part de logements sociaux pérennes. Et vous savez très bien que nous en avons besoin. 9 demandes pour une seule qui aboutit dans le parc social. Cette part de logement social est menacée. La part de logements en bail réel solidaire, cette accession à la propriété sous condition de ressources. Donc oui, nous avons débloqué un plan de 10 millions d'euros pour proposer, pour accompagner les bailleurs sociaux, en particulier les offices publics métropolitains, mais tous les bailleurs seront concernés, pour qu'ils puissent se porter en situation de crise, acquéreurs de la part de logements libres
pour pouvoir faire du logement social de type PLS, c'est-à-dire pour les classes moyennes, qui ont bien du mal, qui sont les grandes oubliées des politiques du logement du gouvernement et qui ont bien du mal à se loger aujourd'hui. Ça sauve les programmes qui sont implantés aujourd'hui, ça ne règle pas la situation pour l'avenir. Oui, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait pas pris cette mesure? Vous en connaissez beaucoup de collectivités qui engagent 10 millions d'euros pour sauver 2 à 3 000 logements qui aujourd'hui ne sortiraient jamais de terre? Je vous invite à aller regarder de plus près parce que c'est un engagement très fort de notre côté. Et oui, si ça permet de sauver des opérations, si ça permet de sauver des emplois, parce que je rappelle quand même qu'un logement produit, c'est 2,4 emplois dans le BTP. Moi, je n'ai pas envie que le BTP s'effondre. Je n'ai pas envie que les promoteurs mettent la clé sous la porte, parce que je sais que c'est avec eux que nous allons produire du logement social abordable et du logement pour toutes et tous. Donc, pas de dogme de mon côté. Il faut sauver tous les acteurs du logement, parce qu'il faut avant tout sauver le logement abordable. Les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises sont les premières victimes de cette crise du logement lorsqu'ils voient qu'à l'arrivée d'un enfant, ils ne peuvent plus déménager, lorsqu'ils attendent un logement social. Je pense à ces neufs qui attendent pour celui ou celle qui obtient un logement social. Ça ne peut pas durer comme ça. Donc il faut absolument trouver des solutions. Si on me dit que je sauve tel acteur économique, franchement, je ne baisse pas la tête, parce que je pense que tous les acteurs économiques sont nécessaires pour qu'on sorte de cette crise du logement. Alors vous en appelez même à l'Europe. On a vu une tribune dans Libération où, avec d'autres élus d'Europe, vous en appelez à une réglementation de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle peut faire en la matière? L'Europe se rend bien compte que toutes les grandes villes sont concernées par le sans-abrisme et le mal-logement. 22 500 mal logés dans notre métropole. Et que précisément, c'est une situation absolument... En termes de compétences, vous pensez surtout aux élections européennes, mais il n'y a pas de compétences particulières de l'Europe en matière de logement. Mais pourquoi? D'abord, si on avait raisonné comme ça depuis 1957, il n'y en aurait pas beaucoup de compétences européennes. Donc il faut se battre. Il faut se battre. Et quand je vois le plan Logement d'abord, qui est la seule solution à la sortie du sans-abrisme proposée par le gouvernement, je le trouve un peu décevant. Donc je me dis qu'il faut qu'on arrive à convaincre au niveau européen. Quand je vois que des villes comme Helsinki ont trouvé des solutions au sans-abrisme. Donc la première perspective, c'est qu'on ait un plan d'urgence avec l'Union européenne dans la prochaine mandature pour une sortie du sans-abrisme. Mais il y a d'autres choses. Toutes nos grandes villes sont aujourd'hui la proie de fonds d'investissement qui précisément financiarisent le logement. Et ça, il faut une régulation du marché. Jusqu'à preuve du contraire, l'Union européenne est à même de réguler le marché et de proposer des mesures. Et enfin, vous le savez très bien que l'Union européenne, puisque vous me parlez de compétences, a une compétence en matière d'emploi. Mais aujourd'hui, à l'heure où le plein emploi revient, comment se fait-il que certaines entreprises n'arrivent pas à recruter? Parce qu'il n'y a pas de logement dans les grandes villes. Donc il faut absolument que l'Union européenne, dans un dialogue direct avec les villes, puisse proposer un fonds, des prêts longue durée, mais aussi des aides directes, un fonds qui permettrait précisément de sortir de la crise du logement. L'Union européenne a un rôle à jouer. J'espère qu'on va arriver à convaincre les candidats et candidates aux élections européennes et la future Commission. J'ai des craintes, parce que je vois bien les rapports de force politiques dans cette Europe en proie au populisme de droite dure et voire d'extrême droite. Mais néanmoins, il faut se battre. Et le logement, c'est ce qui parle à tous les Européens et à toutes les Européennes, et ce qui nous parle à nous, dans les territoires. C'est une belle occasion de nouer un dialogue direct entre l'Europe et les villes, et surtout de servir avant tout les populations et de montrer l'utilité d'une Union européenne. Puisqu'on parle d'Europe, juste un mot pour finir, l'union de la gauche que vous avez toujours défendue est vraiment balle au point. Elle n'est pas brillante, je ne vais pas dire le contraire. Elle est particulièrement décevante par la nature des propositions. Mais voilà une belle opportunité. Se battre pour un rassemblement autour des questions fondamentales, autour du logement comme droit fondamental. C'est un vœu pieux, c'est pas en train de se casser au projet. Non, mais il faut, encore une fois, moi je ne suis pas candidat aux élections européennes. Mais vous aimeriez qui comme chef de file de la gauche? Ce qui m'importe, c'est que l'ensemble des forces de gauche et de l'écologie qui pensent que l'Europe a un rôle à jouer, qui sont donc favorables à une Europe plus interventionniste, une Europe qui est capable de réguler. Mais oui, mais puissent se rassembler sur des propositions communes. C'est un peu ça que j'essaye de faire avec bien d'autres. Vous avez vu qu'il y avait des bon nombre de villes européennes qui avaient signé cet appel européen pour une politique du logement. Ils sont de gauche, de l'écologie, et j'espère bien que nous arriverons à nous faire entendre.
C'est quand même ça l'essentiel. C'est que surtout ce soit suivi de mesures pour les habitants, les habitantes, les citoyennes et les citoyens. Renaud Père, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.